Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Edith Cobb, Catherine Georges, Jean Glénat, Suzanne Michel, Edith Loria, Bernard Calais, Rosine Favet, Jacques Fonson, Bernard Lajariche, Carole Grove, Sabine Ravel. Un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Les Bohémiens des algues. J'ai repeint ma roulotte aux couleurs de l'été, ma maison feuille aux roues ensoleillées. J'écoute la crinière de mon cheval bruissant, clapotis de sabots au parage des routes, parmi les herbes grêles, ça grince et ça carotte. Jaillit des sauterelles, s'avance ma roulotte. Une famille de bohémiens qui voyageait entre Francis Garnier et Ténès, sur la côte algérienne, rencontre un groupe d'orphelins qui habitent une île creuse, ancienne écurie à éléphants de l'époque carthaginoise. Cette île, appelée la Maison des Algues, est utilisée de temps en temps par un peuple étrange, capable de vivre sous l'eau comme de véritables poissons. Ce sont les descendants des Phéniciens qui ont réussi à construire une véritable ville de verre sous la mer, Kar Hatchat, c'est-à-dire la ville nouvelle. Les voici, la nuit de leur arrivée dans Karachat. Les bohémiens des algues, qui ont faim, se sont dirigés vers l'auberge sous-marine, à la main de Carthage. Sur une petite table, éclairée par une lampe aux abat-jours d'algues filigranées, le père suffisant, un gros bonhomme aux cheveux noirs, au teint oriental, lisait tranquillement le journal de Karachat en grignotant de temps en temps une langoustine dans un grand plat placé près de lui. En voyant les clients, il se leva pour aller à leur rencontre. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Je suppose que vous voulez boire quelque chose de frais pour vous remettre de vos émotions. Nous voudrions surtout dîner. Dîner? À cette heure-ci? Mais nous sommes aux environs de l'heure du phare. L'heure du phare? Oui, ça veut dire 4 heures du matin à Karachat, en Pete. J'ai bien un plat de langoustine que je réservais pour demain. On pourrait vous faire ça avec une bonne mayonnaise. Et puis vous griller un thon sur des herbes. Mais est-ce que ce sera suffisant? Oui. Je pourrais aussi ajouter à cela des vols au vent au moule. Et puis terminer par une galette à l'ani, spécialité de la main de Carthage. Mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ce sera suffisant? Ce sera très bien. Et l'aubergiste, passant la main sur son ventre, comme pour estimer d'après lui ce que peut contenir un abdomen de client, se dirigea vers ses fourneaux. Je nous donnerai un peu de vin blanc, s'il vous plaît, avant de partir. C'est ça. Combien voulez-vous? Une harpe? Une demi-harpe? Une harpe pour servir le vin? Mais il va couler entre les cordes. C'est un coquillage qui s'appelle une harpe, Père Carolin. Ici, au lieu de dire une bouteille ou une demi-bouteille, on dit une harpe ou une demi-harpe. Apportez 2 harpes, Père suffisant. Nos amis ont soif. 2 harpes, oui. Mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ce sera suffisant, 2 harpes? Papa Carolin avait déboutonné son gilet à fleurs et piochait joyeusement dans le plat de crustacés apporté près d'eux par le père suffisant. Près de lui, dans un bocal suspendu au mur, 2 hippocampes
paraissaient le regarder avec une réprobation pleine de noblesse. Drôle d'animaux, ces hippocampes. Ça se dresse devant vous comme un point d'interrogation auquel on ne peut pas répondre. Ah mais, regardez-moi comme il se pavane dans son aquarium. Ce kilomètre à virgule. Tu peux toujours essayer de jouer à la devinette avec moi, tu sais. Moi, les points d'interrogation, je les redresse, là, comme ça, là, crac. Et j'en fais des points d'exclamation. Mais tu redresses les points d'interrogation et les queues des langoustines aussi, Carolin. Mais il va plus rien rester pour les autres. Puis, vers la fin du repas, papa Carolin, devenu cramoisi, se tut, et l'on écouta oncle Pete parler de la terre, des fleurs et des nuages. J'ai trouvé un chalet abandonné. J'y vais entre deux campagnes de pêche. Je vous invite tous. Oh, nous voudrions bien partir avec vous, Oncle Pete. Mais les hommes des villes et des villages sont si méchants que... Et puis, pourquoi quitter la mer? Parce que vous n'êtes pas faits pour vivre avec les poissons, mes enfants. Il vaut mieux essayer de rendre les hommes meilleurs et vivre avec eux à la surface des prairies. Oui, une petite maison à la campagne. Moi, je vous suis, Oncle Pete. Alors, Radabalcar, tu en as assez de ton métier? Ah, ne m'en parlez pas. Père suffisant. Oui. Et une harpe de quelque chose de fort, là, s'il vous plaît, hein, pour me remettre. Voilà de la gentiane à 92 degrés, du feu liquide. Est-ce que ce sera suffisant? Oh, c'est fort, hein. Ah oui, mais ça va. Ah oui, ça va mieux. Ah. Allez, au revoir, hein. Sa ronde va être carrée ce soir. Ah, n'empêche qu'un chalet de montagne... Avec des amis dans le voisinage. Et on fumerait la pipe le soir. Tu parles de choses que tu ne connais pas. Comment peux-tu savoir qu'il est agréable de fumer sa pipe dans une vallée de montagne? Toi qui n'as jamais voulu quitter Karachat et qui tousse quand une goutte d'huile à friture tombe sur le feu. Le jour se lève. Regardez par la fenêtre. La mer va s'éclairer. Et essayez de trouver un plus beau paysage. Pourquoi aller ailleurs? Tenez, venez avec moi au sommet de la tour pointue. Et quand vous aurez vu le lever du soleil dans la mer, à cet endroit, vous oublierez tous les chalets en montagne et les pipes au crépuscule. J'y suis déjà allé à la montagne, je peux en parler. Mais rien n'est aussi beau que les premières nappes de lumière sur la forêt de corail. Les polypiécons rouges avec des étoiles jaunes sur la couronne des crêtes. Et puis tout devient doré. Les algues ondulent sur les pentes. Et les rochers semblent être vivants. Alors le sable de la plaine s'éclaire, devient un grand plateau de sable blond avec au centre la ville en verre, notre ville Karachat. Celle que nos parents ont construite après l'incendie de Carthage. Venez. Et après avoir vu, vous ne pourrez plus penser à vous en aller. Les bohémiens des algues montèrent l'escalier en colimaçon et arrivèrent au sommet de la tour, recouvert d'un dôme en verre, d'où l'on dominait les toits, également en verre, de la ville sous-marine. La masse grise des eaux commençait à s'animer. Des veines lumineuses la parcouraient, puis disparaissaient. Toute cette eau grise ressemble au corps d'un gros poisson qui n'aurait pas encore de sang. C'est un peu ça, tant qu'il n'y a pas de lumière pour l'animer. Tiens, regarde. Rapidement, les couleurs s'étaient diluées dans l'eau. Rapidement, le paysage annoncé par les Phéniciens apparaissait magnifique. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce silence. Je voudrais des chants d'oiseaux. Il y eut une pincée de tristesse, pas grand-chose, à peine de quoi saler une larme, puis l'on se laissa de nouveau éblouir par le spectacle extraordinaire. Au milieu des coraux passaient maintenant des troupes de poissons aux yeux illuminés comme des foyers ouverts. Partout, c'était une danse de nageoires traçant dans l'eau poudrée des virgules et des points d'interrogation, indéfiniment, comme le font les élèves sur leur buvard quand ils ne réussissent pas à trouver un problème. La lumière avait maintenant rendu à la mer sa transparence et sa légèreté. On voyait très loin, grâce au calme des eaux, dans ce cirque de montagne qu'aucun courant n'agitait. Les bohémiens des algues regardaient le spectacle muet de la mer, essayant de comprendre les balancements des algues sur le sommet des montagnes et les signes des poissons. Puis, des Phéniciens, vêtus de leurs maillots à branchies, apparurent dans la plaine de sable. Que vont-ils faire? Ils ont des tridents. Ils vont à la pêche, Lol Michaud. La pêche à quoi? Au sol. Vous goûterez à midi des filets de sol à la carthaginoise. C'est fameux. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Tiens, on dirait un arbre en verre qui porterait des tasses en verre aussi. C'est un polype à méduse. Les méduses naissent au bout des branches et tombent comme des fruits.
Et là-bas, près de la falaise, ces bulles qui montent jusqu'à la surface. Un jet d'eau. Ce que tu vois, c'est notre source d'air. Nous l'avons captée en partie pour alimenter Karachat en air frais. Bah, c'est sans doute cette source d'air qui a incité vos ancêtres à s'établir ici. Ah oui, c'est certainement une des raisons. Mais regardez par là. Un crabe géant. Les pêcheurs nagent à sa rencontre, le harpon en avant. Le crabe ne recule pas. Il tend les pinces comme pour prendre le ciel à témoin que ce n'est pas de sa faute si le combat a lieu. Il mesure au moins 3 mètres. Regarde, il ramasse des cailloux comme s'il voulait les lancer. Tiens, qu'est-ce qu'il a pris? Quelque chose de noir qu'il brandit comme une massue. Prête-moi tes jumelles. Et les pêcheurs ont lancé le harpon. Juste entre les 2 yeux. C'est fini, il est mort. Mais que font les pêcheurs? Ils paraissent intrigués par l'objet ramassé par le crabe. Les bohémiens des algues se dirigèrent vers la porte marine dont s'approchaient les pêcheurs. Ils furent les premiers à examiner l'objet découvert par le crabe. Montrez. Tiens, c'est un instrument d'optique. Voilà. Oui, un morceau de périscope. Il a dû heurter une paroi en surplomb et se casser. Mais enfin, que vous veulent-ils, les gens du sous-marin? Vous avez des ennemis à Karachat? Voilà Tanit, elle va peut-être nous renseigner. Non, je ne sais rien de plus que vous. Les hommes aux burnous phéniciens, les femmes en longues robes, entouraient maintenant le pêcheur sous-marin qui tenait toujours dans sa main le morceau de métal. Il caressait les aspérités de la brisure du bout des doigts, comme s'il cherchait à en déduire la qualité du sous-marin et de son équipage. Oui, ça pique comme des aiguilles. Si tout est aussi hérissé dans ce sous-marin, il faudra nous tenir sur nos gardes. Ils ne nous ont encore rien fait. Pourtant, il y a 2 mois qu'ils nous suivent. Oui. Depuis que nous sommes partis pour poser le tunnel de verre. S'ils ne veulent pas nous faire de mal, qu'ils agissent plus franchement, qu'ils ne se cachent pas. Regardez Oncle Pete. Il n'a pas hésité à frapper à notre porte. Et pourtant, il était seul. C'est vrai. Au sommet de la tour pointue, la statuette de bois venait d'apparaître dans sa barque et ses doigts montaient la gamme de l'heure sur la harpe sonore. Voici la 2e heure du do qui sonne. Je propose ceci. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. 8 heures du matin. Je commence à comprendre. Alors, Tanit, que proposes-tu? Oui. Nous allons nous réunir immédiatement dans la grande salle de la tour et décider les mesures à prendre pour la sécurité de Karachat. Il vaudrait mieux envoyer tout de suite un groupe de nageurs à la recherche du sous-marin. Je connais ce genre de réunion, on perd son temps à discuter. Nous, non. Ayant tous le même but, la bonne idée de l'un sert toujours aux autres. Vous verrez d'ailleurs que notre réunion sera courte. Mais il faudrait que Radabalkar appelle ceux qui sont encore chez eux. Radabalkar! Radabalkar! Il a dû se coucher, Tanit. Tu sais bien que c'est son heure, l'heure du dos. Dodo, Radabalkar! Dodo! Pauvre Radabalkar, tout bien sujet de plaisanterie avec lui. Les représentants de chaque famille, hommes et femmes, viennent d'arriver et nous pouvons faire la réunion, Tanit. Mais les bohémiens, viennent-ils avec nous? Ils n'ont pas nos intérêts à défendre. Je crains que... Non, ne vous gênez pas, mes amis. Je vous comprends très bien. Sachez seulement que nous sommes prêts à vous aider de n'importe quelle manière. Alors, nous vous attendons sur la place. Merci, Papa Carolin. À bientôt. Et nous entrons. Bon, allez. Une fois la porte de la tour refermée, il resta sur la place de Karachat des petits groupes, bavardant, d'où se détachait de temps en temps un homme ou une femme rappelé soudain par ses occupations. Eh bien, nous qui croyons avoir trouvé la tranquillité au fond de la mer... On ne peut jamais être tranquille. Ah oui, c'est bien vrai. Un jour, je riais en ne pensant à rien et pam, un moucheron m'est entré dans l'œil. J'ai pleuré pendant une demi-heure pour m'en débarrasser. Et puis cette fois-ci, c'est pas un moucheron qui nous importune, mais un sous-marin. Que faire? Je voudrais d'abord me reposer, moi. Oh, oui, j'allais oublier que nous avons passé la nuit à la main de Carthage chez le père Suffisant. Attendons que Tanit sorte de la tour pointue. Je voudrais connaître leur décision. Le petit groupe des bohémiens des algues était maintenant presque seul sur la place, les autres ayant peu à peu regagné leur demeure où les retrouveraient les représentants des familles. Puis, l'horloge sonna de nouveau. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, gamme, do plus ré, l'heure du ré. Oui, cela fait 9 heures du matin. Il y a 1 heure que nous attendons. Va te coucher si tu as sommeil, Lol Michaud. Oui, j'ai sommeil, mais je veux savoir. Tiens, les voilà, ils sortent. Tanit alors,
Alors Vous êtes encore là? Vous auriez au moins pu aller vous asseoir chez le père Suffisant. La réunion a été longue aujourd'hui. Il est difficile de se battre contre un ennemi presque tout le temps invisible. Un ennemi dont on sait même pas si c'est un ennemi. Alors qu'allez-vous faire? Nous cacher. Vous vous cachez toujours? Je veux surtout parler de ceux qui se trouvent en ce moment dans les 2 tunnels de verre menant à l'océan violet et à l'océan vert. Des tunnels comme celui que vous avez utilisé et qu'on vient de ramener. Nous attendons d'ici une semaine ou deux les voyageurs qui reviennent du Soudan. Ils sont très exposés dans le tunnel qu'ils sont obligés de suivre à cause des moutons qui traînent leurs charrettes. Surtout ne sachant pas qu'ils sont menacés. Il faudrait les prévenir pour qu'ils aient toujours leur maillot et leur branchis à côté d'eux. 2 équipes de 6 nageurs se préparent à partir. Ils préviendront nos amis et en même temps ils essaieront de cacher les tunnels avec des algues. Et nous, ici, qu'allons-nous faire? Les mesures sont prises. Reposez-vous et rendez-vous à la 2e heure du sol chez le père Suffisant, à l'auberge de la main de Carthage. 2e heure du sol. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. 12 notes. À midi, Tanit? C'est ça. Bientôt, il n'y eut plus personne sur la place de Karachat qu'entouraient les boutiques de petits marchands. Marchands de corail et d'éponges, poissonniers, marchands d'hippocampes, forgerons pour les harpons, libraires, petits caboulots où l'on vendait de la friture à toute heure du jour. Puis les équipes de nageurs chargées de la surveillance traversèrent l'étendue dans leurs maillots d'écailles éblouissants. Ensuite, ce furent 2 jeunes Phéniciennes qui revenaient de la fontaine de Bulder, la cruche à air frais sur l'épaule. Car certains habitants de Karachat trouvaient que l'air de la ville avait un mauvais goût après être passé par les tuyauteries, et ils envoyaient leurs filles chercher l'air pur directement à la source. À midi, ou plutôt à la 2e heure du sol, on mangea chez le père Suffisant. L'après-midi, on revêtit les maillots pour fouiller le sable à l'endroit où le périscope avait été trouvé par le crabe. On remarqua seulement des traces de cambouis allant vers la forêt des algues bleues. Le soir ramena tout le monde à la ville. La nuit se passa sans alerte, puis les jours s'écoulèrent. Plus rien ne rappelait le sous-marin. On l'oubliait. Le 12e jour de l'arrivée des Bohémiens des algues à Karachat, alors qu'ils écoutaient le menu annoncé par le père Suffisant. Ce soir, je vous propose un potage bisque de langoustine avec du gruyère râpé, puis des soles frites au citron. Une sole d'une bonne livre par personne. Est-ce que ce sera suffisant? Oui. Puis une omelette aux orties de mer. 4 par personne. Est-ce que ce sera suffisant? C'est trop! Non, croyez-moi, vous m'en redemanderez. Je ne sais même pas si ce sera suffisant, 4 par personne. Il est vrai qu'il faudra garder une petite place pour la salade au foie de l'otte et le canard au beurre rouge. Le beurre rouge, c'est du piment, du paprika, des oignons, de l'ail et du beurre avec des noisettes écrasées. Mais un canard par personne, je me demande si ce sera suffisant. C'est suffisant. Les voyageurs, ils arrivent par les 2 tunnels. Quels voyageurs? Ceux des océans violets et ceux de l'océan vert. Ceux qu'on attendait. Ils n'ont pas vu le sous-marin? Non. Venez, je vais ouvrir les portes. La foule se prépare à les accueillir. Oui. Allez, venez. Les voyageurs entraient à Karachat, ceux des océans violets et ceux de l'océan vert. Venant des 2 rues, ils s'avançaient vers la place, hirsutes, pieds nus dans des sandales, les traits tirés par leur longue aventure d'1 an. Derrière eux, suivaient les charrettes traînées par les moutons à poils ras du Soudan. Elles étaient lourdes de boîtes remplies de poudre jaune. L'or du Sénégal, comme autrefois. Il y en a toujours. Il faut savoir le trouver. Les 2 files d'hommes et de charrettes traversèrent la place pour se diriger vers la tour, dont une porte juste assez grande pour laisser passer les charrettes s'ouvrit. La foule continuait à crier en voyant d'autres charrettes emplies de pierres rouges sang. Les rubis des Indes! Une fois dans la salle, ou plutôt dans la remise, les grands voyageurs dételèrent les moutons du Soudan, semblables à de petits poulains. Ensuite, ils rangèrent les boîtes pleines de poudre jaune ou de pierres rouges. Et, ayant terminé, ils refermèrent la porte de la tour et se mêlèrent à la foule.
Chacun leur demandait comment s'était passé le voyage, s'ils n'étaient pas trop fatigués, ce qu'ils avaient rapporté, et surtout, s'ils n'avaient pas vu le sous-marin. Le sous-marin. Nous, on nous a prévenus, mais nous n'avons rien vu. Il a dû avoir peur, il est reparti. Les bohémiens des algues regagnèrent ensuite l'auberge du Père Suffisant, où plusieurs des grands voyageurs étaient déjà installés. Un espadon de 10 kilos avec une garniture de langoustes. Des langoustes de 2 livres chacune. Est-ce que ce sera suffisant pour commencer? Toujours le même, Père Suffisant. À peine quelques centimètres de tour de ventre en plus. Hein. Ah mais non, c'est suffisant, n'est-ce pas? Mais ne vous occupez pas de moi, je file à mes fourneaux. Hey. Alors, vous n'avez rien rencontré d'anormal pendant votre voyage? Si, des requins, une baleine blanche, un troupeau de méduses venimeuses. Et pas de sous-marin? Voilà. En attendant le plat de résistance, je vous apporte des huîtres avec quelques harpes de vin blanc. Est-ce que ce sera suffisant? 3 douzaines d'huîtres par personne. Si j'avais été prévenu de votre arrivée, j'aurais pu prendre mes précautions. Puis les grands voyageurs se turent pour manger et boire avec vigueur. Les bohémiens des algues, dont la table n'était pas loin de la leur, ne les quittaient pas des yeux et posaient des questions à leurs amis phéniciens. Ils vont être riches avec tout ce qu'ils ont emmené. Mais en fait, que vont-ils en faire? Nous allons en garder une partie pour les achats que nous faisons sur Terre tous les 6 ans, et le reste sera distribué aux habitants. À vous aussi. Ah, qu'en font-ils? Des bracelets, des boucles d'oreilles? Et nous? Vous le verrez dans peu de temps, à la fin de la plus grande de nos fêtes. Vous n'en avez jamais parlé? Ce n'est pas une fête comme les autres. Elle a toujours lieu quelques jours après l'arrivée des grands voyageurs. Mais alors on va bien s'amuser? Non, c'est une fête où l'on ne rit pas. C'est la fête de l'immensité. La fête de l'immensité. Oui, vous verrez, c'est une fête extraordinaire, impressionnante. Mais elle est précédée par 3 autres fêtes qui, elles, sont joyeuses. Oui. Il y aura d'abord la fête des coquillages. Puis il y a les courses d'hippocampes. Vous avez dû remarquer que dans chaque maison se trouvait suspendu au mur un petit aquarium avec des hippocampes de course. Moi, j'en ai 2 qui ont gagné le Grand Prix l'an dernier. Ah. Oui. Et puis il y a la grande danse des vers de sable. C'est vraiment curieux, vous verrez. Sur la plaine de sable qui s'étend devant Karachat, des millions et des millions de vers rouges feront des loopings, comme à une fête d'aviation. Et c'est le lendemain qu'a lieu la fête de l'immensité. Les explications de Tanit furent interrompues par les grands voyageurs qui, leur faim calmée, avaient retrouvé la parole et chantaient pour demander du vin au patron de la main de Carthage. Une harpe de vin blanc, une harpe de vin frais, pour entendre la musique. Une harpe de vin blanc, une harpe de vin frais, pour entendre la musique désirée. Voilà, tout le tonneau. Est-ce que ce sera suffisant? Les jours suivants, les préparatifs des fêtes firent complètement oublier le sous-marin dont les menaces étaient peut-être illusoires, comme le disait Tanit. Partout, on courait, bavardait, s'activait joyeusement. Et les bohémiens des algues se sentaient pris par cette force que les foules mettent dans leur espoir d'être au moins un jour heureux. C'était comme un courant presque palpable qui entrait par tous les pores de la peau et faisait bourdonner la tête. Seul, Oncle Pete restait calme, fumant sa pipe et souriant de ses yeux bleus. Eh bien, Oncle Pete, ça ne vous fait rien de penser que demain aura lieu la fête des coquillages? Et après-demain, les courses d'hippocampe? Mes enfants, je ne suis jamais plus heureux que lorsque je me trouve seul sur une montagne ou dans une forêt. Les rires d'une foule en fête ne m'ont jamais fait plus envie que le cri de joie d'un petit oiseau sur son arbre. Oh, Oncle Pete, ne gâchez pas notre plaisir. Laissez-nous nous amuser avec les autres sans nous dire que cela n'en vaut pas la peine. Amusez-vous, mes enfants, amusez-vous. Radabalcar va annoncer la fête. Il souffle dans son coquillage à en devenir tout rouge. Il bombe le torse et il met un pied en avant. On nous a changé notre Radabalcar, il n'est plus peureux. Il est toujours ainsi les jours de fête, quand il y a beaucoup de monde autour de lui. Il ne se sent bien que dans la foule. Il ne ressemble pas à Oncle Pete, alors. Écoute, Shaoum. Habitants de Karachat sous la mer, demain aura lieu la grande fête des coquillages. Les spécimens seront jugés d'après leur forme, leur taille et la qualité du son de la mer qu'ils auront fait entendre. Cette année, nous aurons 3 nouveaux juges. Papa Carolin, maman bohémienne et Oncle Pete.
Et le lendemain, la fête des coquillages eut lieu. Devant chaque maison, sur une petite table recouverte d'un apron d'algues, se trouvaient les spécimens exposés par les concurrents. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les couleurs. Les uns étaient ébouriffés comme les poils d'un griffon sur la lande, les autres avaient des lèvres en porcelaine rose, d'autres étaient ponctués de taches de rousseur. Tous avaient cette forme de spirale qui monte et s'affine pour vriller l'imperceptible limite. Oh non, mais ce bleu. Et là, on dirait un service en porcelaine rose. On les a rangés par ordre de grandeur. Et ce sont ces coquillages qu'on appelle harpes, qui nous servent à boire le vin. Là, ces grandes coquilles. On a mis des lampes à l'intérieur. Et là, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, Les bohémiens des algues s'émerveillèrent à la fête des coquillages si bien qu'ils oublièrent le sous-marin. Il y eut le lendemain la course des hippocampes. On avait confectionné sur la place un grand aquarium circulaire où les curieux animaux furent mis. Les habitants passèrent toute une journée à parier sur leurs poulains. On pouvait bien appeler ainsi ces petites bêtes à tête de cheval. Et encore une fois, les bohémiens des algues s'émerveillèrent et oublièrent le sous-marin. Quelques jours plus tard, ce fut la fameuse danse des vers. Tout le monde s'était placé devant les vitres du tour de la ville. Brusquement, comme à un signal, on vit des millions de petits vers rouges sortir du sable, s'élever et se mettre à décrire des cercles à toute vitesse. Après avoir dansé, ils vont tous pondre en même temps. Et ce jour-là aussi, les bohémiens des algues s'émerveillèrent et oublièrent le sous-marin. Le lendemain devait avoir lieu la fête de l'épreuve, la fête de l'immensité. Habitants de Karachat sous la mer, cet après-midi aura lieu sur la route des abîmes la plus grande des fêtes de Karachat. Chacun de vous va recevoir sa part de rubis et de poudre d'or. Il y en aura assez pour que chacun puisse mener sur la terre une vie d'homme riche jusqu'à la fin de ses jours. Au cours de cette fête qui a lieu tous les 6 ans, les habitants de notre ville ont le droit de choisir s'ils veulent continuer à vivre sous les mers ou retourner chez les hommes. S'ils veulent partir, ils n'auront qu'à suivre le tunnel de verre de la mer Bleue, et s'ils veulent rester avec nous, qu'ils jettent dans les abîmes l'or et les rubis qu'ils auront reçus. C'étaient les bohémiens des algues qui venaient de pousser ce « oh » stupéfait. Comment? Si nous voulons rester, il faudra jeter à la mer toutes ces pierres qui valent tant d'argent? Ce n'était vraiment pas la peine d'aller les chercher si loin, de se donner tant de mal. Vous verrez, c'est le meilleur moyen que nous avons trouvé pour ne conserver parmi nous que ceux qui nous aiment vraiment et veulent vivre tranquillement sous la mer. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, un conte de José Pivin, avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Edith Scob, Catherine Georges, Jean Glénat, Suzanne Michel, Edith Loria, Bernard Calais, Rosine Favet, Jacques Fonson, Bernard Lajarige, Carole Grove, Sabine Ravel. Chef opérateur du son Robert Borel, collaboration technique Céline Hoffmann, assistante Yvette Tucheban.